afternoon, honorable. Bon après-midi, chers invités. Je suis Nivan Mortagui, directrice opération de Financial Institutions Group. Alors, est-ce que l'Afrique est prête? Pour ce panel, nous allons inviter le gouverneur adjoint de la Banque de la Zambie, directeur adjoint de la Banque de Mauritanie et également directeur de banque de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. D'abord, je voudrais inviter Astrid, partenaire et conseiller de Deloitte Afrique, pour planter le décor. C'est vraiment un plaisir d'introduire ce sujet pour planter le décor de cette discussion issue des échanges que nous avions eus l'année dernière, la convergence vers BAL 3. Nous voulons parler d'une seule voix en Afrique en ce qui concerne la réglementation. Je m'en vais d'entrée vous présenter des faits. Nous avons un paysage de réglementation très fragmenté. Nous avons compté environ 41 banques centrales en Afrique de l'Ouest. Nous avons l'Association des banques centrales africaines, seulement 2 conseils consultatifs en Afrique de l'Ouest, la BCAO et la BOAC en Afrique centrale. Alors c'est très difficile d'avoir une industrie parlant d'une seule voix, et il n'y aura même pas d'harmonisation. Il y a de formidables projets, pas encore mis en œuvre. Par exemple, nous avons la communauté des superviseurs dans le secteur banquier. C'est une association des agences de compensation, mais ce n'est pas suffisamment opérationnel. Nous avons le projet des banques centrales africaines liées à l'Institut monétaire africain. Il y a quelques études, une équipe de travail qui travaille sur ce dossier. L'objectif, c'est de créer cette banque centrale en 2022 et nous sommes en 2023. Nous avons accusé un retard. Il y a d'autres initiatives. La Commission de l'Afrique de l'Ouest pour les services de commission, l'objectif étant de créer une instance sous-régionale de supervision. Mais nous devons accélérer toutes ces initiatives. Il est important de s'appuyer sur les bonnes pratiques de par le monde entier. Nous avons un repère intéressant, l'autorité européenne dans le secteur bancaire, agence spécialisée, qui a pour objectif d'harmoniser la réglementation en Europe. C'est au niveau de l'Union européenne. Nous avons plusieurs monnaies. Ce n'est pas une question de monnaie, en fait. C'est une question d'instance politique avec des agences spécialisées qui traitent des questions de réglementation. C'est au cœur. L'autorité est l'instance centrale qui parle de l'harmonisation de la réglementation, la protection des clients également.
Des fois, ils interviennent pour médier entre les, les superviseurs, les autorités bancaires et veillent à la bonne application des différentes réglementations. Donc, il s'agit là d'un outil très puissant avec une organisation bien ficelée. Vous avez un conseil de superviseurs, vous avez un comité technique et un groupe de travail que nous appelons un comité permanent composé d'experts qui travaillent sur différents sujets. Les livrables, c'est les orientations, les recommandations, le travail des experts, des équipes de travail pour donner des orientations assorties de recommandations. Après, ils proposent des normes techniques. Il y en a qui sont contraignantes, notamment les réglementations qui sont contraignantes, qui s'appliquent à tous les pays européens. Pour faciliter l'harmonisation, vous avez également des directives qui permettent aux pays de maintenir leur discrétion nationale. Ils donnent leur point de vue également et produisent des rapports en ce qui concerne le niveau d'adoption des différentes réglementations. Donc c'est une organisation bien ficelée qui, à mon avis, peut être envisagée en Afrique. Comme je l'ai dit, le livre unique est vraiment au cœur du système bancaire en Europe. Au cours des différents discours, nous avons parlé de manque d'harmonisation sur un certain nombre de sujets, la solvabilité, la stabilité financière, également les réglementations. Et c'est comme cela que l'autorité européenne du secteur bancaire s'est organisée. Ils ont créé un livre pour la solvabilité. L'Europe n'appliquait pas à 100% BAL 3 en termes d'exigence de capital. C'est la partie contraignante de la réglementation. Oui, ils appliquent la directive des exigences de capital. Pareil pour les directives de services de paiement, qui a été un accélérateur de développement des fintech en Europe, étant donné qu'ils ont une règle unifiée. Pour ce qui est des services de paiement également, vous avez les directives de monnaie électronique. Si nous voulons avoir un espace commercial unique, l'exemple de services de paiement, c'est très facile en Europe parce que vous avez une seule directive, même pour le marché des capitaux, un pour le marché des capitaux, et également pour les titres financiers, pareil. Approche a été adoptée. Pour conclure, l'autorité panafricaine doit être innovant et pragmatique. Il y a 3 piliers essentiels pour réussir. Il faudrait qu'il y ait un soutien fort politique. L'autorité européenne de secteur bancaire est une agence de l'Union européenne. C'est très important d'avoir ce soutien politique fort. Et le président de la République togolaise l'a mis sur l'agenda de l'Union européenne. Il y a le deuxième pilier, c'est le cadre existant, SIB, le programme africain de la Banque centrale et les superviseurs africains dans le secteur bancaire. Enfin, il faudrait avoir une approche pragmatique et réaliste, et vous pouvez vous inspirer de ce que j'ai présenté tantôt, notamment en ce qui concerne l'organisation du secteur bancaire. Est-ce que l'Afrique est prête pour cela? J'espère que
nos formidables panélistes vont devoir nous proposer des solutions. Merci pour cette excellente présentation. J'invite au podium les distingués panélistes. Messieurs, vous êtes invités au podium. Gentlemen, welcome. Bienvenue, chers monsieur. Merci de passer l'après-midi avec nous. Ça fait plaisir de vous avoir ici au podium. Au cours de ce panel, nous aurons à échanger les points de vue sur cette question. D'abord, je souhaite la bienvenue au gouverneur adjoint, Dr Francis Chipon, le gouverneur adjoint de la Banque centrale de la Mauritanie, M. Goumou Muntaya, et le directeur adjoint de Société Générale, M. Martial Goué, et le directeur général. Vous m'avez dit comment prononcer votre nom. J'espère ne l'avoir pas écorché. Avec cette excellente introduction d'Arixide, nous allons aller tout droit au but. Dans le vif du sujet, la première question, quelle est la meilleure approche d'harmonisation? Et est-ce que les banques centrales sont prêtes à travailler avec les instances supranationales? Merci beaucoup. Français. En fait, la question, elle est celle-ci. Est-ce qu'il faut un régulateur unique pour le système bancaire africain? Aujourd'hui, comme l'a dit Aristide, il y a 41 banques centrales, donc 41 régulateurs avec un régulateur central pour l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, et un régulateur central pour l'Afrique centrale. Aujourd'hui, tous les régulateurs s'alignent sur les normes de Bâle III, qui sont une dérivée de la banque régionale, la banque internationale, et qui sont des minimums en termes de transparence, en termes de solvabilité, en termes de liquidité. Je pense que toutes les grandes banques aujourd'hui et toutes les banques centrales, à travers le collège des régulateurs, essaient de respecter cela. Et la question qui se pose, il faut davantage, est-ce qu'il faut avoir un régulateur unique qui va gérer la liquidité, qui va gérer les normes prudentielles, qui va gérer les crises, parce que qui parle de régulateur unique parle également en termes de crise de sanctions, parle en termes de dernier recours, en termes de rembourser les déposants, parce que c'est aussi ça, le système bancaire, protéger le déposant. Est-ce qu'il faut arriver à ça? Je pense que cette session nous permettra de le dire. Mais déjà, au niveau des collèges des superviseurs, les choses se font. Il faut que ça aille plus loin. Il faut que ça aille beaucoup plus loin, que ça dépasse le cadre des recommandations, qu'on puisse avoir en Afrique un organe supra qui puisse légiférer, qui puisse s'aligner et qui puisse faire en sorte que nos banques, qui sont déjà des grandes banques, qui travaillent déjà avec d'autres grandes banques en Afrique et dans le monde, puissent progressivement adopter ces nouvelles pratiques-là. Merci. Thank you very much for opening us up with these thoughts. Merci infiniment, Monsieur Gougouni. Je voudrais savoir, vous représentez un groupe de services financiers dans 18 pays africains. Je pense qu'il y a nécessité d'harmonisation, de réglementation en Afrique. Bonjour à tous. Je vais m'adresser également en français. Je pense qu'il faut retenir une chose importante, c'est les bénéfices de l'harmonisation bancaire. En fait, il faut comprendre que l'harmonisation bancaire favorise l'intégration économique, elle favorise également la facilité des échanges commerciaux internationaux et aussi une stabilité financière au-delà des frontières de chaque pays. Donc c'est important qu'il y ait une harmonisation. La question qui est posée est aujourd'hui comment harmoniser? À travers un régulateur unique ou bien peut-être à travers une autre méthode qui peut être étudiée. Donc pour moi, je considère que cette harmonisation, elle est nécessaire. Là, je pense que tout le monde est d'accord sur le sujet.
L'approche, par contre, à mon sens, doit se faire par étapes. Aujourd'hui, on a quand même plusieurs régulateurs régionaux. Il n'y en a que 2, contre 41 qui ont été présentés, qui sont des régulateurs nationaux, et avec des régions qui sont diverses. Donc, elles ne suivent pas forcément la même politique économique, la même politique monétaire. Pour moi, il faut aller d'abord étape par étape. La première chose, c'est d'essayer de coordonner au niveau régional un certain nombre de régulateurs afin qu'ils puissent avoir les mêmes objectifs. À partir de cette régionalisation, on peut également considérer que plus loin, en termes de partage d'informations, en termes de partage de bonnes pratiques, on puisse coordonner cela au niveau plus haut. Mais un régulateur unique me paraît aujourd'hui un peu utopique. Il faudrait plutôt avoir une approche de quelqu'un qui a une hauteur, certes, au-delà des pays, mais qui puisse contrôler, regarder et harmoniser, s'accorder sur les décisions qui ont été prises et surtout les suivre afin qu'elles puissent se mettre en œuvre de façon concrète dans les différents pays qui ont été observés. Mais pour cela, il faut que ce contrôleur éventuel soit indépendant et son indépendance doit être garantie en étant un supranational qui puisse avoir une objectivité dans le regard de l'application effective de ce qui a été décidé au point de vue collégial. Voilà un petit peu mon idée sur le sujet. Thank you. Now that we've heard the perspective from financial sector, private sector. Alors, il est grand temps de savoir, vous avez à faciliter les services financiers. Alors, il y a la stabilité du secteur financier en Zambie. Et vous pensez que cette approche va devoir soutenir l'harmonisation réglementaire en Afrique? D'entrée, merci de l'opportunité qui m'a été donnée de partager mes points de vue avec vous. Merci à Aristide, la manière dont il a présenté le paysage africain. Il a conclu avec un point de vue très provoquant. Non, il ne faudrait pas avoir cette autorité. Ce dont nous discutons ici, en fin de compte, cela se ramène à la croissance, créer l'emploi et satisfaire nos besoins. Et oui, les réglementations doivent jouer un rôle crucial. Le rôle des finances, des fonds d'intermédiation, comment émettre des paiements, fixation des prix, des instruments de marché et même comment atténuer les risques. Oui, il faut qu'il y ait un règlement, une agence de réglementation. Les agences de réglementation importantes. Il va falloir satisfaire les besoins du secteur privé. Vous pouvez vous inspirer de cela, le paysage africain, la manière dont le cadre de supervision a été élaboré. Il y a 2 points. La conclusion d'Aristide, qui est un point de réflexion, mais il y a 2 éléments qui se convergent au niveau de l'Union européenne. Les banques centrales, leurs associations qui sont en train de porter le programme monétaire. Il y a cette convergence du côté côté monétaire. Pour ce qui est de la convergence également, et les réglementations et les institutions. La Zambie, cette année, est devenu président, le gouverneur est président. L'étape suivante, à mon avis, c'est d'examiner les instruments de l'Institut africain. Il y a d'autres aspects mentionnés, c'est au niveau régional. Et je suis d'accord. Et nous devons le faire de manière graduelle. Les règles et les réglementations, vous devez penser à la proportionnalité parce que les pays sont différents. Mais il y a beaucoup de collaboration déjà en place. On le voit dans notre région SADC, les superviseurs qui se rencontrent et nous collaborons avec l'Union européenne et d'autres institutions et la Banque mondiale. Il y a beaucoup de choses qui se font. Certainement, nous avons besoin d'une
instance qui doit coordonner tout cela. Pour conclure, 2 éléments. Il est question de normaliser l'information et l'autre, c'est de normaliser les règles et la réglementation. Je pense que nous engageons du progrès dans ce sens. Merci, cher gouverneur adjoint. Gouverneur adjoint, est-ce que la Mauritanie est préparée à travailler avec les instances supranationales et les instances de réglementation? Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier de m'avoir invité donc à ce panel, pour partager avec vous un peu un point de vue. Et remercier donc M. Ouattara pour la présentation qu'il vient de faire. Pour ce qui est de la Mauritanie, je crois que ça a été dit. Et nous pensons qu'il faut disons, une approche globale. C'est la base d'une évolution donc, graduelle vers donc, cette harmonisation des règles de la réglementation et de la supervision bancaire. Nous sommes prêts à travailler avec un organisme supranational, mais ça, c'est un objectif à très long terme. Parce que maintenant, il faut mettre d'abord en place les étapes pour évoluer vers cet objectif. Et en particulier, donc, comme ça a été dit, je pense qu'une approche en termes, disons, de régional serait bien indiquée parce que chaque région, disons, a ses spécificités d'un pays à l'autre. Et donc, il serait donc pertinent de commencer avec donc, l'approche régionale et donc maintenant évoluer vers maintenant cette approche au niveau supranational. Maintenant, il y a un minimum, je pense qu'il y a un minimum de règles qui peut être mis en place et respecté par tous les pays, toutes les régions, avec une base de supervision de réglementation et à partir de là, maintenant, évoluer vers une approche beaucoup plus globale. Parce que maintenant, nous pensons que l'harmonisation, c'est devenu une nécessité au niveau du continent qu'il y ait cette harmonisation aussi au niveau financier, au niveau de la réglementation financière pour accompagner un peu l'intégration économique. Merci beaucoup. Thank you very much. You've definitely given us a lot to think about. Merci beaucoup. C'est édifiant. Quelles sont les normes et réglementations doivent être harmonisées? Docteur Francis, qu'est-ce que vous pensez? Réglementation financière parle de normes et également les législations contre le blanchiment d'argent. Alors, pour harmoniser les réglementations financières sur le continent, où est-ce qu'on doit commencer? Merci beaucoup. Je rebondis sur l'ancien commentaire. Nous sommes à des étapes différentes pour ce qui est de la mise en œuvre des normes, que ce soit IFRS, les standards de Basel, mais nous avons une base sur laquelle on peut s'inspirer. Il y a des instances régionales qui abordent les questions de la ZLECAf. Il y en a dans la région de l'Afrique de l'Est. Et tout cela nous aide à adopter les normes GAFI et l'autorégulation est également importante. Pour les 2 éléments, IFRS 9 et également la ZLECAf, nous avons un cadre de collaboration au niveau régional qui travaille là-dessus. La question, c'est ce que mon collègue a dit, ces réglementations fondamentalement sont promulguées dans les grandes économies. Comment s'organiser pour les adapter à notre contexte? Oui, vous pouvez perdre des relations avec les banques de correspondance, ça pourrait être un défi.
Je pense que c'est un domaine de forte coopération à prendre en compte. Alors maintenant, vous avez la présence en Guinée, la Gambie, Sierra Leone, le Burkina Faso. Donnez-nous des exemples de vos expériences sur comment l'harmonisation des réglementations peut être bénéfique pour vos instances. C'est un groupe panafricain. Nous sommes aujourd'hui dans plusieurs pays. Nous allons bientôt être dans plus de pays. Je ne vais pas en parler ici. Aujourd'hui, nous avons une gouvernance qui est vraiment strong, comme on dit. C'est une gouvernance internationale. C'est de grandes banques. On a la première banque en Guinée. On a l'une des premières banques au Burkina Faso. Et nous adoptons au niveau de nos banques vraiment une gouvernance qui est très, très stricte. Au niveau de la régulation, toutes nos banques sont conformes à la régulation de leur pays. Et on va même plus loin. Parce que la question de régulateur unique, ça ne concerne pas seulement les banques centrales, ça concerne les banques primaires. Parce que si vous n'avez pas le minimum de requirement pour pouvoir transacter avec le correspondant bancaire, vous ne pouvez pas faire le pas. Vous ne pouvez pas aujourd'hui être une banque juste dans votre pays ou juste dans votre région. Donc Vista Bank, on est vraiment une banque de stature panafricaine et on fait en sorte de renforcer donc, nos structures, notre gouvernance. Et au niveau de AML, comme ça vient d'être dit, c'est une question clé. Aujourd'hui, les normes AML sont des normes internationales et toutes les banques, aucune banque ne peut se soustraire aujourd'hui à cette norme-là qui nous permet de d'abord connaître ton client, la lutte contre le blanchiment d'argent, la lutte contre le terrorisme dans cet environnement dans lequel on vit maintenant. C'est des normes qui sont strong, qui vont se renforcer. Et nous, à Vista, avec la technologie, nous avons des outils, notamment Veneron, qui sont connectés avec nos systèmes d'information, qui nous permettent de détecter en amont pas mal d'opérations, qui nous permettent même de détecter au niveau de nos LC, les bateaux, la provenance du bateau, la provenance du contenu du bateau, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur dans ce bateau-là, et de faire qu'on puisse aujourd'hui travailler avec les plus grandes banques. On vient de signer avec Proparco. C'est notre niveau de conformité, c'est notre niveau de gouvernance qui nous permet aujourd'hui de transacter, de faire ces deals de grand niveau. Donc pour revenir à la question, est-ce que l'Afrique est prête pour un régulateur unique? Je dis oui. Je partage tout à fait l'opinion de mon voisin de gauche. Il faut y aller progressivement. On peut déjà, au niveau de la zone UEMOA, avoir un régulateur CEDEAO, élargir déjà le premier cercle. Ensuite, on a l'Afrique centrale qui a son régulateur, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, parce que, comme l'a dit quelqu'un, nos économies n'ont pas la même taille. On a l'Afrique du Sud qui est vraiment une grande économie, on a le Nigeria qui est à côté avec sa monnaie, on a le Ghana, on a l'Égypte, on a la Mauritanie, on a la Guinée. Donc, il devrait y avoir un plan de convergence, aussi bien sur le plan conformité, sur le plan gouvernance, sur le plan réglementaire, pour que progressivement, on puisse avoir des minimums qui vont satisfaire tout le monde pour nous permettre vraiment d'aller plus loin et d'aller plus haut. Merci. Thank you so much. So, Mr. Mark, for Société Générale. Monsieur Marc, pour Société Régionale, quelles sont les réglementations et les normes à harmoniser? 8 pays différents, donc la base c'est au moins d'avoir les mêmes normes comptables. Donc il est clair que en termes de normes, nous appliquons une norme internationale pour tous nos pays, quelle que soit la norme locale. Cette norme nous permet, comptable international, nous permet de consolider nos comptes. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième point, c'est qu'en fonction de la règle locale et de la règle internationale, nous appliquons la règle la plus stricte en termes de solvabilité, en termes de solidité financière. Et ça, c'est clé également pour pouvoir mesurer la solidité des banques de différentes zones. Vous avez point de vue solvabilité, point de vue liquidité et point de vue risque également, où nous avons une approche très conservatrice de privilégier la réglementation la plus stricte en fonction du pays où on est. Soit la réglementation locale est plus stricte et on l'applique, soit c'est la réglementation internationale qui est plus stricte et elle est appliquée à ce niveau-là. Donc ça permet de consolider de façon sereine et d'harmoniser également notre approche en termes de solvabilité de nos filiales. Donc, comme l'a dit mon voisin, c'est vrai qu'on doit aller pas à pas. Et
aller pas à pas aujourd'hui, c'est peut-être utiliser des modèles tels que le modèle européen, mais il est applicable parce qu'il y a une Europe avec des règles, je dirais, harmonisées déjà à leur niveau, même si l'application sur plusieurs monnaies et plusieurs banques centrales est différente, nous pouvons avoir cette même approche-là, aller progressivement, intégrer les économies petit à petit, afin d'avoir une approche objective à travers une agence de notation, par exemple. Ça, c'est important aussi, de pouvoir noter les banques centrales, voir leur solidité. Au-delà de l'aspect financier, une notation des banques centrales permettrait d'être objective sur leur capacité à suivre les banques qu'elles régulent. Ça, c'est une approche qui est assez, pour moi, clé dans l'harmonisation future également pour nos différents régulateurs. Thank you. Well, I think we're off to a good start because both the banks and the regulators Merci. Les banques et les agences de réglementation sont d'accord. Digital, je reviens à vous. Si nous devons faire cela, quelles seront les réglementations avec lesquelles nous devons commencer et quel type d'impact est-ce que ça pourra avoir sur le secteur financier dans son ensemble? Merci donc pour cette question. Je crois qu'il y a plusieurs niveaux qu'il faut considérer en même temps, plusieurs niveaux de réglementation. Il y a des normes en matière de réglementation en matière de fonds propres, de gestion de la liquidité qui sont généralement admises, qui sont les normes de Bâle vers lesquelles tous les pays sont en train d'appliquer, de Bâle 2 et Bâle 3. Donc, c'est des normes qui sont admises et qui permettent de renforcer la stabilité. Je crois que même au niveau du continent, tout le monde s'oriente vers ces normes. Peut-être que c'est à des degrés divers, mais tout le monde s'oriente vers cette direction. Maintenant, pour ce qui est des normes de blanchiment d'argent, des normes aussi en matière de normes comptables. Pour ce qui est du blanchiment d'argent, effectivement, à ce niveau aussi, il y a une certaine, disons, harmonisation qui est en train de s'opérer au niveau mondial, même par les GAFI, parce que tous les pays sont évalués par les GAFI, et donc il y a des évaluations, il y a des recommandations, des directives qui sont appliquées par nos pays. Donc, et nos pays prennent vraiment la mesure de l'importance de ces normes en matière de blanchiment d'argent, parce que nous avons en tout cas, nous, fait l'expérience en Mauritanie. Certaines banques internationales ont quitté le pays à cause notamment de ce genre de risques de conformité, de lutte contre le blanchiment d'argent. Et donc, nos banques ont vu leur relation de correspondants étrangers diminuer à cause donc de ce départ de ces banques étrangères. Et donc, c'est ce qu'on appelle communément le dérisking. Nous en avons souffert. Et donc, maintenant, je crois que c'est le cas de tous les pays, sont conscients de l'importance de ce genre, de mettre en place vraiment des normes et de les respecter, surtout de les mettre en œuvre. Donc, c'est important. Tout le monde en convient parce qu'il va de la stabilité de nos systèmes financiers. Maintenant, derrière tout ça aussi, il faut le dire, il y a des investissements, il y a des efforts qui doivent être faits, que ce soit en termes de renforcement des capacités des personnels qui sont en charge de ça, que ce soit aussi des investissements dans les domaines informatiques pour le traitement de ces données, pour un traitement efficace de ces données. Donc, c'est tous ces aspects qu'il faut considérer, qu'il faut prendre en compte. Merci. Thank you very much. So now we'll move to our third discussion point, which is central. Troisième point. Comment centraliser les données des normes de prudence, la transparence et le climat de confiance? Docteur Francis, quel est votre point de vue? Les données de credentials. Merci, je crois. Comment est-ce que vous arrivez à ce niveau?
Pour ce qui est des données, il y a deux éléments. Oui, dans le marché interne, mais le côté privé de ces données, comment gérer cela? Et je pense que l'Union européenne est en train de gérer cela. Et de deux, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer pour aller vers des données plus centralisées? Certains groupes régionaux dans la région de SADC, par exemple, de plus en plus, nous échangeons des données. Nous avons des protocoles d'accords bilatéraux. Et comment traduire tout cela en MOU multilatéral et l'appliquer au niveau régional et aller à l'échelle. Dans une des sessions ce matin, une question avait été posée. Certains ont dit qu'en interne, nous avons déjà ce schéma et je pense que nous devons avoir une structure plus formalisée. Il y a suffisamment de capacité au niveau régional pour aller à l'échelle à partir de là. Mais ce qui est important, la question de vie privée et comment est-ce que vous allez garder, stocker les données? Parce que je pense que les données, c'est le nouveau or. Merci, Martial. Du point de vue des services financiers, vous représentez une banque actuellement. Est-ce que cela peut affecter votre fonctionnement? Quel sera l'élément central? Où commencer pour aller de l'avant? Je vais rebondir sur la question de la centralisation des données. Et je vais répondre à la question. Vous savez, au niveau des banques centrales, les banques sont des assujettis. C'est-à-dire qu'on a un plan de compte avec un référentiel bancaire, un référentiel comptable et la production mensuelle d'états financiers et de reporting. Donc, la centralisation, comme vient de le dire le vice-gouverneur, ça se fait. Et ça se fait de manière rigoureuse parce que les banques centrales ont à l'intérieur des équipes de supervision bancaire qui contrôlent les banques. Maintenant, du point de vue des banques, on est assujetti, donc on est conforme donc, à ces pratiques-là. Donc, la data sont gérées et sont bien centralisées à notre niveau. Thank you. So, Mr. Taya, over to you. What's your perspective on this? Monsieur Taillard, quel est votre point de vue sur cette question? Would you ask the question for me? No? La question s'adresse à moi. Est-ce que j'ai raté l'ordre? À mon avis, la centralisation des données, oui, elle est importante, mais avant tout, il faut qu'on ait des données standardisées. Tant qu'on n'a pas standardisé les données, on va se demander qu'est-ce qu'on centralise et qu'est-ce qu'on envoie. Donc, la standardisation est importante. La deuxième chose aussi qui est clé, c'est une communication transparente sur les données et puis sur les politiques également des banques centrales, de chacune des banques centrales. À partir du moment où vous avez standardisé les données et que vous avez une communication transparente sur les politiques de réglementation et que vous avez formé et sensibilisé les différents acteurs, il faut maintenant prouver cette transparence-là. Et pour ce faire, il faut naturellement un organe de surveillance qui puisse être crédible, indépendant et qui puisse montrer que tous ces requirements ont été faits au niveau des différentes banques centrales. Ça montre un peu l'indépendance de ces banques centrales et surtout leur capacité à pouvoir contrôler leur propre banque. Et ça reste un objectif clair. Ce matin, le président de la République l'a dit, du Togo l'a dit, il y a un biais de perception. Et ce biais de perception, le seul moyen de le tuer, c'est de pouvoir avoir des standards, avoir des règles claires, avoir une communication très claire sur tout ce qui est fait au niveau des banques centrales. Donc, toutes ces actions devraient permettre de créer un cadre d'échange et des règles sur les marchés financiers, sur les banques, et puis également de pouvoir communiquer au niveau international les standards élevés des régulateurs et des banques africaines. C'est à cette seule condition-là que les banques africaines pourront montrer leur capacité à respecter les standards internationaux et surtout le prouver également pour enlever ce biais de perception qu'ont les banques internationales, notamment sur nos différents pays.
Thank you very much. So I guess the question is, do we see an African central bank? Est-ce que l'association des banques centrales peut être l'autorité qui va nous unifier? La réponse, c'est oui ou non. Si vous voulez donner des détails, allez-y. Association des banques centrales, comme l'autorité centralisée. Beaucoup. Bon, l'association des banques centrales est un organisme donc supranational auquel donc adorent toutes les banques centrales du continent. C'est donc une instance bien placée pour jouer un rôle important dans le domaine de l'harmonisation et de la réglementation financière. Elle peut être chargée de cet aspect avec tout comme l'union bancaire au niveau européen est chargée de donc on peut faire une similitude à ce niveau, d'autant plus aussi que l'association des banques centrales, c'est elle a un programme aussi pour les banques centrales qui est au niveau donc monétaire et économique. Et donc, je pense qu'elle peut jouer un rôle important en tant qu'organisme supranational dans le domaine de l'harmonisation des règles de la réglementation et de la supervision bancaire, encore une fois avec une approche, disons graduelle, comme il est fait d'ailleurs pour les régions, parce que l'Afrique est divisée en régions au niveau de l'association des banques centrales africaines, avec l'Afrique du Nord, l'Afrique du Centre, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, etc. Donc, avec chaque région a ses indicateurs économiques et donc converge vers ces indicateurs, et puis l'association fait le point au niveau global. Donc on peut imaginer aussi un rôle à ce niveau au niveau au niveau de l'harmonisation des règles de la réglementation et de la supervision bancaire. Thank you very much. I guess I can really just... Merci beaucoup. Je rebondis sur ce que vient de dire mon collègue, l'association des banques centrales et des gouverneurs. Je pense que c'est un programme, ou bien c'est l'objectif du programme africain pour aller vers une seule banque centrale en Afrique. Mais comme cela a été relevé, ça doit être un processus graduel. L'étape suivante consistera à aborder les aspects techniques de ce dossier. Comme Aristide l'a présenté dans ses commentaires, l'un des piliers, c'est le soutien politique fort, comme au niveau de l'Union européenne. L'Union européenne a une longue histoire. Cette cohésion politique émane de beaucoup de choses, notamment la guerre. C'est une forte vision. Ça pourrait ne pas arriver de notre vivant. Marc, vous avez la parole. OK. Donc, je pense qu'on a tous compris que l'idéal, c'est d'avoir une convergence des banques centrales, d'avoir une banque centrale unique africaine, mais on pense que c'est un chemin long à parcourir. Et pour cela, il faut aller étape par étape. Si nous voulons avoir des banques centrales harmonisées, il est important d'avoir un organe supra-indépendant, capable de les contrôler, capable de les évaluer et qui puisse être crédible vis-à-vis du monde international. Si nous voulons des banques fortes, nous devons avoir des régulateurs forts, indépendants et crédibles. C'est vrai, si nous voulons avoir des banques fortes, nous devons avoir des régulateurs forts. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne sur le terrain? Sans faire de l'utopie, c'est le collège des superviseurs. Je pense que cet organe fonctionne très bien, puisque si vous êtes dans un pays, par exemple, vous demandez votre agrément pour un autre pays, tous les collèges des superviseurs sont courants de votre dossier et se parlent. Si vous êtes dirigeant d'une banque dans un pays X et vous demandez votre agrément dans un pays Y, le collège des superviseurs se prononce, le régulateur du pays d'accueil se prononce et les régulateurs de tous les pays dans lesquels vous avez dirigé également donnent leur avis. Donc cet organe fonctionne. Je pense qu'ils ont eu leur dernière réunion quelque part à Accra il n'y a pas longtemps. Je pense qu'à partir de cet organe, du collège des superviseurs, qui fait déjà un travail d'alignement, de recommandation, on pourrait mettre un chapeau
avec un chronogramme, avec une feuille de route précise pour arriver avec une convergence qui ne sera pas demain. Ce sera pas demain, ce sera très longtemps, je saurais vous dire quand, ce sera vraiment longtemps pour qu'on puisse arriver à ça. Est-ce que ce sera fait dans le cadre d'une association? Peut-être, mais déjà, prenons ce qu'on a, travaillons avec ce qu'on a, travaillons avec les banques internationales, convergeons au niveau de banques pour avoir les normes, pour utiliser les normes les plus strong en termes de conformité, en termes de régulation, en termes de fonds propres, en termes de ratio de liquidité, en termes de transparence financière, puisqu'on a parlé de risque et de dérisking ce matin ici. Lorsque ces normes-là seront faites au niveau des banques, les banques centrales ne pourront que s'aligner. Il y a des sujets clés, hein, par exemple le niveau de capital d'une banque. Qu'on soit dans l'UEMOA, dans le CEMAC, au Nigeria, en Sierra Leone, en Afrique du Sud, en Mauritanie, en Égypte, en Zimbabwe, c'est pas pareil. Et le niveau de fonds propres, le niveau de capital social détermine ensuite l'ensemble de tous les autres ratios. Donc il faut de la convergence dans un délai assez court au niveau des banques et puis peut-être dans un délai un peu plus long au niveau des régulateurs. Merci. Thank you. So I think it would be interesting to open it up and see if we have any questions from the... Ce serait intéressant de donner la parole à l'assistance sur le dernier point concernant la Banque centrale africaine ou si vous voulez rebondir sur d'autres volets de notre discussion. Si vous voulez parler, présentez-vous, dites l'institution que vous représentez et posez votre question. Ne soyez pas timide, s'il vous plaît. I think maybe the first row has a couple of questions. Je pense qu'il y a des délégués qui veulent poser des questions dans la première rangée. Je sais que nous avons d'autres représentants d'autres banques centrales. Peut-être ils voudraient partager leur expérience avec nous. Bon après-midi. Je suis Miguel. Je représente Visa. Ma question est la suivante. Au début, il y avait eu un commentaire pour savoir le risque de ne pas avoir une autorité unique bancaire. Et vers la conclusion, peut-être on ne pourrait pas l'avoir de notre vivant. Entre ces deux messages disparates, la question, oui, poser ma question de savoir, quel est le risque que nous courons si nous retardons cela et quelles sont les mesures à prendre pour graduellement aller vers cet objectif? Merci. Nous avons la chance d'avoir des régulateurs. Alors, docteur Francis, est-ce que vous voulez rebondir sur cette question? Je vous remercie du fond du cœur. Il y a deux choses. Je pense que ce qui est positif, c'est que il y a des mesures pratiques fortes qui ont été prises en termes de coordination au niveau régional que nous voyons, au niveau des groupes régionaux, de plus forte coopération, les paiements transfrontaliers. Alors, comment renforcer les normes ISO? Cela permettra de renforcer la collaboration. Il y a d'importantes mesures pratiques à prendre. En ce qui me concerne, c'est de véritablement comprendre eh bien, il faut aller vite, mais lentement. Mais nous avons encore du pain sur la planche. Oui, il y a un certain nombre de choses à faire pour se rapprocher l'un de l'autre. Pour que cela marche, c'est ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Gouverneur adjoint, vous voulez ajouter quelque chose?
Merci beaucoup. Donc, je voudrais peut-être rappeler juste un ou deux points à ce sujet. C'est que c'est vrai que c'est, comme ça a été dit dans la question, un organisme supranational, ça va être à très long terme. Mais comme nous l'avons dit, cela n'empêche pas d'évoluer quand même, de converger vers cet objectif-là. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il est dans l'intérêt de chaque pays, de chaque banque centrale, d'avoir une supervision forte et crédible pour assurer la stabilité de son secteur financier, pour diminuer les risques, pour assurer sa crédibilité vis-à-vis de ses partenaires internationaux, de ses partenaires financiers, donc d'assurer donc pour que son secteur financier puisse vraiment jouer le rôle qui est le sien dans le développement de son pays. Donc ceci, c'est vraiment indéniable que dans l'intérêt de chaque banque centrale, de chaque pays, qu'il y ait un secteur financier fort, qu'il y ait un minimum de règles qui soient respectées, qui puissent être comparées à d'autres pays et donc qu'ils puissent avoir des références pour évoluer et pour progresser vers l'avenir. Merci. Thank you very much. So, Megan, that was a great question. Merci, c'était une question toute pertinente. Est-ce que quelqu'un voudrait poser d'autres questions? Oui, monsieur, au milieu. The mic is coming to you, don't worry. On vous apporte là le micro baladeur. Ne vous en faites pas. Merci, Asus. My name is Winston Reed of Alvin Technologies. And my question is, Ma question, certes, nous voulons avoir des réglementations ou des régulateurs panafricains. Et on devrait avoir une politique en la matière, sujet au Conseil panafricain judiciaire. Et la question s'adresse aux 4 panélistes. Je voudrais savoir, est-ce qu'on devrait avoir une autorité forte de réglementation sur le continent qui potentiellement pourrait également être une passerelle vers une Union africaine plus forte et un gouvernement panafricain? Eh bien, je pense que c'est matière à réflexion. Oui, la question, merci pour cette question qui constitue une colle, je dirais. Hein. Thank you, Marcel. Don't leave me. Marcel, Un peu ce que j'évoquais. Un régulateur panafricain à travers, je dirais, l'Union africaine serait idéal. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un long chemin à parcourir. On l'a dit tout à l'heure. Ça nous paraît pas crédible à court terme. En revanche, qu'il soit notamment indépendant, oui, et que je dirais, ce régulateur, j'appellerai pas ça un régulateur, mais plutôt ce superviseur puisse contrôler les différentes banques centrales, ça paraît plus réaliste à court terme, avec des intégrations des économies qui se feront par région, paraît plus logique et plus cohérent dans le court terme. Voilà un peu mon avis sur ce sujet. Peut-être pour compléter, déjà, quand on prend le comité de Bâle, on a parlé de Bâle 2, Bâle 3, tous nos régulateurs se retrouvent à l'intérieur même les régulateurs des banques centrales africaines sont consultés, sont invités. Et qu'on prend un régulateur pour qu'il puisse réguler, pour qu'il puisse acter, il faut qu'il ait du pouvoir. Sans pouvoir, tu ne peux pas réguler, tu ne peux que recommander. Si tu donnes des directives, des instructions, il faut que tu aies le pouvoir. Quand vous prenez la commission bancaire de l'UEMOA, présidée par le gouverneur de la Banque centrale, on a à l'intérieur des membres de chaque État, je pense 2 membres par État, en plus de la Banque centrale, ils ont le pouvoir qui leur a été octroyé par l'UEMOA, qui elle-même, en tant qu'union, a ses pouvoirs donnés par les États de l'UEMOA. Sans pouvoir, vous n'allez que faire des recommandations. Si vous êtes une association, vous ne ferez que des recommandations qui peuvent être lettres mortes ou qui peuvent être appliquées. Mais comme tous nos régulateurs aujourd'hui se retrouvent au niveau de Bâle 2, Bâle 3, je pense que les choses aujourd'hui convergent et cette association de banques centrales, je pense, ça viendra tôt ou tard. Il nous revient, nous, en tant que banque, d'être régulés, de
d'avoir les meilleures pratiques en interne, de voir ce qui se passe à l'extérieur, de pouvoir nous aligner sur ces pratiques-là, parce qu'en tant que banque, si on veut mobiliser des fonds, ben, il faut de la gouvernance, il faut qu'on respecte l'ensemble des ratios, solvabilité, liquidité, transparence, AML, ben, sinon on n'a pas accès aux fonds. Si on n'a pas accès aux fonds, on ne peut pas se développer. On va devenir à terme de la microfinance. Il n'y a rien contre la microfinance, je vous garantis. Mais réguler, il faut avoir du pouvoir. Pour avoir du pouvoir, il faut qu'on vous le donne. Et quand on vous le donne, ben, il faut l'exercer. Marcel, you're absolutely right. Enforceability is key. It's part and parcel of having prudential regulation. So I couldn't agree with you more. I saw Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a deux questions dans la première rangée. Donnez-leur le micro, baladeur. Thank you for an interesting conversation. Merci pour cette intéressante conversation. Je viens de Bloomberg. Je commence par là où le docteur Francis s'est arrêté. Oui, les politiciens, comment est-ce qu'ils abordent la mesure incitative qui vient du marché? Ils peuvent se dire, écoutez, est-ce que le système couvre tout l'Afrique? Il y a UBA, Standard Bank, etc. De leur point de vue, l'argument serait, si cela n'empêche pas les banques de s'élargir sur le continent africain, cet arrangement ne veut pas dire qu'ils ne doivent plus contrôler les politiques. Alors, je suis d'accord avec l'idée d'avoir une autorité unique. Messieurs, oui, vous avez mentionné mon nom. Je commence les politiques et les mesures incitatives. Oui, j'établis le lien avec les commentaires que j'avais faits. Oui, les autorités de réglementation, c'est comme une situation de poule et de l'œuf. Mais ce que je sais, les banques centrales, la question de la crédibilité des institutions a été évoquée. La crédibilité, immanquablement, ne porte pas, forcément pas, sur les règles et la réglementation. Et cela requiert une certaine dynamique entre le public, les personnes gouvernées et le gouvernement. Il est important de comprendre que cette dynamique doit être de mise. Et la politique vient en ligne de compte. Oui, on peut se retrouver dans une situation où, lorsque nous parlons de la croissance en Afrique, eh bien, cela ne peut arriver qu'après avoir élargi les échanges. Les politiques s'engagent à une forte coopération et le rythme doit être véritablement maintenu par le secteur privé. Nous devons avoir une dynamique à mettre en œuvre pour y arriver. Merci, docteur. Est-ce que vous voulez rebondir sur cette question? Merci, merci beaucoup. Je vais juste ajouter que il ne faut pas oublier que les banques centrales font déjà ces efforts au niveau de la réglementation, de la supervision bancaire, parce qu'elles s'efforcent pratiquement toutes ici de s'aligner sur les normes internationales. Elles le font de façon individuelle ou peut-être à l'intérieur de certaines zones. Donc, cela ne peut que les inciter à le faire aussi dans un cadre plus global, que ce soit régional ou continental. Donc, pour bénéficier aussi bien de l'expertise d'autres banques centrales ou d'autres organismes, et donc
Donc, c'est dans l'intérêt même des banques centrales. Donc, c'est vrai qu'il y a un engagement politique. L'engagement politique existe, on l'a vu ce matin avec le président Togodé au niveau même des dirigeants politiques africains. Maintenant, il appartient aussi aux banques centrales de concrétiser un peu cette harmonisation au niveau du secteur financier. Et donc, c'est vrai, il y a des règles minimum à respecter pour tout le monde. Il y a des spécificités dont il faut tenir compte et donc de progresser, d'essayer aussi avec le temps d'ajuster, de corriger pour pouvoir progresser et donc converger donc vers cette harmonisation qui est dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt de toutes les banques centrales et de tous les systèmes financiers africains. Well, thank you to both deputy governors for adding these nuances to a tricky. Merci aux deux gouverneurs adjoints pour ces nuances. Maintenant, la question qui suit, vous avez le micro-baladeur, la deuxième rangée, allez-y. Merci. Et merci pour cette discussion très intéressante. D'abord, j'ai voulu revenir au fait, c'est que avoir des régulateurs régionaux, c'est déjà une réalité en Afrique. On ne démarre pas de zéro. On a la BCAO, la zone UEMOA, on a la BIAC, on a aussi d'autres institutions régionales qui fonctionnent comme l'OADA. Donc, je pense que lorsque les besoins s'est exprimés, on a pu voir des évolutions positives qui fonctionnent et qui fonctionnent très bien. Je pense que l'idée d'avoir une banque centrale panafricaine devrait répondre à un besoin qui devrait émerger et rejoindre d'ailleurs la question qui a été posée auparavant. Aujourd'hui, l'Afrique n'est pas une Afrique. Notre continent, de l'Afrique du Nord à l'Afrique de l'Ouest, centrale, de l'Est et australe, on voit des économies avec des maturités différentes, des secteurs financiers avec des maturités différentes, et on est certain que les régulateurs prennent en considération tous ces éléments. Ce qui est intéressant comme développement récent, c'est que le fait qu'il y a des banques indigènes régionales qui se développent un peu partout dans la région. Aujourd'hui, on trouve des banques marocaines au Maroc, en Afrique de l'Ouest, centrale et de l'Est, et on trouve des banques de l'Afrique centrale un peu partout, sont en train de ramener de ce que j'appelle, à travers le partage de l'expertise et de l'expérience, ils sont en train d'améliorer et d'harmoniser la maturité des secteurs financiers en matière de pratique d'une zone à une autre. Et ça, c'est vraiment une exportation et une partage du savoir dont les régulateurs bénéficient, on le voit au quotidien. Et moi, j'aime bien le mot qui a été utilisé. Je pense qu'on a besoin de l'harmonie et de la convergence. Et à mon humble avis, la meilleure banque panafricaine des régulateurs, c'est les banques centrales d'une manière générale qui adoptent les mêmes standards et les meilleures pratiques du monde. C'est comme ça qu'on aboutira à une harmonie simple et plus facile dans 5, 10 ans ou lorsque le temps le déterminera et le rendra utile. Mais je pense qu'on ne doit jamais oublier, moi je suis impressionné, moi je suis de l'Afrique du Nord, je trouve que ce qui se passe en Afrique de l'Ouest est une leçon pour l'Afrique du Nord en matière d'harmonie politique, d'harmonie de la régulation financière, et on devrait en être fiers. On ne démarre pas de zéro. Il y a beaucoup de réalisations, et comme je l'ai dit, de Dakar à Nairobi, c'est 10 heures de vol. On est sur un continent vaste, sur des critères macroéconomiques et politiques monétaires totalement différents. J'aime la discussion. Je pense que j'en suis certain et je fais confiance au continent que le jour où le besoin d'avoir une banque panafricaine comme régulateur, ça sera fait et j'ai aucun doute en la matière. Merci. Thank you, Riyad. And for those of you who don't know Riyad, he's IFC's. Il est le directeur régional qui couvre l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest. Je crois que c'est ça. Alors, messieurs, qui voudraient rebondir sur ces questions très intéressantes? Non, pas de commentaire. En fait, une banque centrale africaine unique, ça veut dire que le rôle de la banque centrale, c'est quoi? C'est gérer de la monnaie. Une banque centrale gère de la monnaie, préserve la monnaie, gère l'inflation, le fameux 4 piliers de la politique monétaire il y a longtemps.
Ce dont on parle ici, c'est de la régulation. Je ne pense pas que demain, on aura une banque centrale africaine unique. Ça va prendre énormément de temps. Je ne sais pas combien de monnaies on est en Afrique, mais il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Je pense que les régulateurs, comme vous l'avez si bien dit, s'alignent, s'harmonisent, convergent. Pourquoi ils convergent? Parce que les banques doivent converger. Vous ne pouvez pas être une banque panafricaine, travailler par exemple en Guinée, et faire des LC avec des banques qui sont à Genève, qui sont en France, qui sont en Allemagne, et ne pas avoir un minimum, ne pas respecter ces normes de Bâle 3. Vous n'allez pas dépasser le financement de la TPE de votre pays d'origine. Ce n'est pas possible. Donc les banques aujourd'hui ont l'obligation, et c'est ce que nous on fait en tant que Vista, de s'harmoniser et d'adopter des standards les plus élevés dans chaque matière. Et les nouvelles banques qui arrivent n'ont le choix que d'adopter ces mêmes standards si elles veulent aller plus loin, si elles veulent aller plus haut. Donc, harmoniser, converger, diversité de situations économiques, diversité de situations politiques, c'est autant de diversité de monnaie, donc diversité de politique monétaire, diversité de règles de régulation, c'est autant de choses qui me pensent à dire que la régulation va s'accentuer, ça va se faire, le monde est en crise, on l'a dit ce matin, la crise elle est là, les régulateurs sont là, ils commencent à nous raréfier la liquidité au niveau des banques. Aujourd'hui, on est plus sur des minima, on est sur des minima. Donc les choses se mettent en place, elles se mettront en place, mais qui peut le plus, peut le moins. C'est ça le mot que je vais dire pour terminer, qui peut le plus, peut le moins. Et nous, banque panafricaine, on essaie vraiment de faire le maximum pour pouvoir nous conformer. Non pas pour nous, non pas pour notre ego, pour la marque, mais pour préserver le petit épargnant qui a mis son argent chez nous. Parce que c'est aussi ça notre rôle, préserver l'épargnant et financer sainement nos économies. Thank you. I think the last question will go to the gentleman with the... Thank you. My name is Mamadou Koujim Toure, so thank you for the opportunity to engage. I'm an entrepreneur in the fintech space and also former IFC, Hi Riyadh. I would like to discuss like two trends that are diverging and which are very interesting in this particular context, right? So you have a sort of, let's say, liquidity/crisis in the banking sector and some form of concentration, right? If you look at what happened in the United States, Silicon Valley Bank, First Republic Bank, etc., let's say collapsing and having Goldman and a few big fishes to buy them and getting even more concentrated. Credit Suisse, right, which was not ever anticipated, also happened. Not later than last month in China, you also had a major liquidity crunch from a big Chinese bank, I think in the real estate bank, who basically couldn't issue, people couldn't withdraw money. So on the other hand, you have a huge decentralization movement with digital asset, digital currencies, self-regulated authorities using smart contracts, and that have grown significantly to be a multi-trillion-dollar industry, and that was self-regulated. So how do we find some form of common ground with that natural human need to concentrate and centralize versus a technology that evolves, that put more responsibility in the hands of the stakeholders contributing to this finance industry, but with new rules and a technology and AI that actually take some of the rules of the regulatory framework and allow something that is actually very efficient. One last thing, the banking were initially created and expanded for capillarity, right? Which what made the success in the OECD countries and Western world, because you had a bank at every 2 kilometers. It didn't really happen in Africa, right?
300 years of banking in Africa still led to a 20-25% penetration, which mobile operators actually saw the gap, the leverage on technology to effectively reach to the customers. And they do it with much less infrastructure, etc. So as we go toward unifying banking, maybe the banking of tomorrow won't be a bank. And have you really thought about that? And how much do you involve the so-called non-banks who have a lot of the solution into the banking system, but that are not invited on the table for conversation, except at AFIS, of course. Thank you. Thank you for a very, very, very long but very interesting question. We definitely need another session for that one. I will note to add it to the agenda for AFIS 24. No, but very quickly, we have a couple of minutes. We have 2 minutes left. So which one of you gentlemen would like to tackle this? Dr. Francis. Écoutez, peut-être que moi je vais apporter. Maybe I'm going to start giving some sort of reply. I mean, L'objectif d'abord des régulateurs, c'est de protéger l'épargne. D'un côté, vous avez des fintech ou un univers bancaire auto-régulé par les participants. Donc ça crée un risque en réalité sur les épargnants. On a vu un peu les bulles exploser de ce côté-là, tout ce qui est crypto-monnaie, etc. Donc ça, c'est un problème. Et c'est ce que le régulateur veut adresser, qui est peut-être un peu trop régulé de l'autre côté. Et je suis d'accord avec vous qu'il faille trouver un moyen d'harmoniser les choses et surtout de converger vers quelque chose qui puisse satisfaire des personnes qui veulent être autorégulées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les banques centrales, quand même, sont très impliquées dans tout ce qui est fintech et autres, pour permettre justement de combler ce gap-là. Vous avez parlé également des mobile money. Tout ça permet de combler le gap de ce qui échappe au contrôle des banques centrales et ce qui est quand même nécessaire pour que l'économie puisse continuer à fonctionner. Donc voilà, pour moi, il y a un pas à faire et les banques centrales aujourd'hui le font. Elles régulent les fintech, elles régulent les mobile money et il y a un énorme gap à combler, mais ça fait l'objet quand même de réflexion au niveau non seulement des banques et des banques centrales et un besoin clair des économies de pouvoir combler ce gap. Thank you. Ladies and gentlemen, please join me in... Merci, mesdames et messieurs. Aidez-moi à féliciter les panélistes au nom de l'IFC. Merci d'être venus et on vous souhaite une bonne soirée. Est-ce qu'on pourrait prendre une photo de famille?